Tu vas-tu t'aider de ton diaporama? Ouais. Dans la société dans laquelle on vit en ce moment, on vit dans une espèce de cycle d'accumulation de biens. Donc, on va aller chercher à aller acheter des choses, puis les gouvernements, puis les compagnies vont nous encourager à faire rouler ce qu'on appelle l'économie. Puis c'est tout ça parce qu'on vit dans un système un peu socio-capitaliste. On devrait peut-être remettre ça en question, puis se demander justement comment on devrait vivre notre vie, puis justement c'est quoi la bonne vie, puis comment on devrait la vivre, puis qu'est-ce que c'est le bonheur, puis comment l'atteindre. Donc, Épicure, un philosophe grec de l'Antiquité, s'est posé justement cette question-là. Puis il a commencé par se poser la question, une des questions fondamentales de la philosophie, qu'est-ce que la mort, puis comment qu'on devrait l'appréhender. La société capitaliste dans laquelle on vit en ce moment nous encourage à avoir un modèle de vie qui ressemble à celle des célébrités. Il encourage l'accumulation de richesses, donc la richesse elle-même, parce qu'on encourage beaucoup l'accumulation de biens, puis la dépense, on veut faire rouler notre économie, ce qui fait en sorte qu'on a besoin d'avoir beaucoup d'argent, donc d'être riche, ce qui encourage un peu le portrait des célébrités comme des personnes qui sont super importantes et qui ont la belle vie. Mais ça nous ramène à la question un peu essentielle de la vie, justement, c'est quoi le bonheur? Puis peut-être qu'on devrait se poser la question sur ce modèle-là qui est peut-être pas le meilleur. Donc, Épicure, la première question qu'il s'est posée en voulant régler justement le problème du bonheur, il s'est dit, on va commencer par aller aux antipodes, puis on va commencer par régler le problème de la mort, qui est sûrement un des problèmes les plus fondamentaux de la philosophie, à savoir comment on devrait appréhender la mort, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce qu'on devrait faire avec, est-ce qu'on devrait en avoir peur, ou est-ce qu'on devrait vivre avec, puis tout simplement se laisser aller. Donc, Épicure s'est dit, tout d'abord, est-ce qu'on devrait en avoir peur ou pas? Ça dépend, est-ce que c'est mal ou c'est bien pour nous? Donc, et là, il a commencé avec la première assumption qu'il a faite, c'est tout ce qui est bien ou mal, c'est quelque chose qui dépend d'un plaisir ou d'une souffrance. Donc, tout ce qui est bien, c'est ce qui est plaisant, ce qui est agréable, ce qui fait du bien. Tout ce qui est mal, c'est ce qui est déplaisant, ce qui fait mal, ce qui est souffrant. Donc, après ça, il s'est dit qu'à la mort, quand on meurt, on n'a aucune sensation, étant donné que lui, il ne croyait pas qu'il y avait de vie après la mort. Il s'est dit quand on meurt, on disparaît tout simplement, on cesse d'exister. En termes d'esprit, le corps pourri et puis l'esprit pourri avec le corps. Donc, il s'est dit quand on meurt, on n'a aucune sensation. Après la mort, on n'a aucune sensation parce qu'on n'existe plus. Donc, il s'est dit, si on n'a aucune sensation, c'est ni souffrant, c'est ni plaisant. Et donc, si c'est ni souffrant ni plaisant, c'est ni mal ni bien. Donc, on ne devrait pas avoir peur de la mort. C'est absurde parce que la mort est ni mal ni bien pour nous. Donc, Épicure pensait en fait que la mort, c'était ni une bonne chose ni une mauvaise chose parce que la mort devrait rien nous être pour nous, étant donné que précisément, quand on est, la mort n'est pas présente, et quand la mort est présente, on n'est plus. Donc, on n'est jamais là les deux en même temps. Donc, ça fait en sorte que ça serait complètement absurde d'avoir peur de la mort, alors que quand elle arriverait, on ne serait plus là, et que de toute façon, ça nous pourrirait la vie d'en avoir peur. Donc, une fois qu'Épicure avait réglé le problème de la mort, il a commencé à se poser le problème de la vie. Donc, c'est quoi le bonheur? Comment est-ce qu'on peut vivre la bonne vie? Et comment être heureux? Donc, la première chose qui s'est posée, c'est qu'est-ce qui se passe dans la vie avec le bonheur? C'est comment que le bonheur y agit avec nous? C'est quoi qui se passe? Donc, il a commencé à classer le bonheur et les plaisirs en 3 catégories, 3 phases différentes. Donc, la première phase de tout plaisir, des plaisirs dans la vie d'une personne, c'est une accumulation de tension. Donc, on a une espèce de courbe qui monte jusqu'à ce qu'elle atteigne un seuil critique où est-ce que la personne va mourir. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de la faim, on va avoir tout d'abord, la personne commence à avoir faim, puis là, ça va devenir un problème de plus en plus grand, ce qui va faire en sorte qu'éventuellement, ça va atteindre un plateau où est-ce que la personne va mourir de faim. Donc, ça, c'est la première partie. Ensuite, il y a la deuxième partie qui est l'abaissement des tensions. Donc, ça va suivre une réaction ou une action de la personne. Donc, si on prend l'exemple de la faim, la faim va commencer, elle va commencer une courbe, ça va être l'accumulation des tensions. Après ça, la personne, au bout d'un certain moment, va manger, ce qui va faire un abaissement des tensions à cause de la réaction de la personne. Puis ensuite de ça, il va y avoir la troisième phase, qui est la phase de relaxation, c'est-à-dire une phase d'équilibre, de repos qui va se passer juste après la phase d'abaissement des tensions, où est-ce qu'il n'y a aucune tension dans le corps, puis en même temps, il n'y a aucune action qui est faite par la personne pour empêcher les tensions. Ensuite de ça, il s'est dit, on sait c'est quoi qui se passe quand on est heureux, c'est cyclique, mais qu'est-ce qui se passe quand on a des plaisirs? C'est quoi les différents types de plaisirs? Comment on va les catégoriser? Lesquels qui sont importants? Lesquels qu'on ne devrait pas respecter? Lesquels qu'on devrait respecter? Donc, il a commencé à se poser cette question-là. Il s'est rendu compte qu'il y avait 3 catégories différentes de plaisirs. La première étant les plaisirs naturels et nécessaires. Donc, la faim, la soif, la fatigue, le désir sexuel, par exemple, qui sont tous des besoins naturels chez l'humain.
et qui sont nécessaires à combler pour avoir une vie qui est ordinaire puis qui est pas, en fait, pour empêcher la mort. Par exemple, la faim, si on l'empêche pas, si on fait rien pour l'empêcher, ben on va mourir. Ensuite de ça, il y a les plaisirs naturels et non nécessaires, qui sont en fait souvent des dérivations des plaisirs naturels et nécessaires dans des formes plus inutiles. Par exemple, si on prend l'exemple de la gourmandise, ben c'est un peu une forme de faim qui a été dérivée pour devenir plus inutile, mais ça reste quand même naturel parce que c'est dans la nature de l'homme d'avoir faim. Ou si on prenait l'exemple d'un désir naturel et nécessaire qui serait par exemple le confort physique, qui est un besoin chez l'humain, ben sa variante du côté des plaisirs naturels et non nécessaires, ça serait le luxe. Puis par exemple, un luxe excessif d'avoir une maison à 19 chambres, ben c'est absolument inutile, c'est pas nécessaire, mais c'est quand même un plaisir naturel parce que c'est dans la nature de l'homme de vouloir être confortable. En dernier lieu, il y a les plaisirs non naturels et non nécessaires, c'est-à-dire des plaisirs qui sont des inventions de la pensée de l'homme. Par exemple, ce qu'on parlait au début, la richesse, la célébrité, et dans la conception d'Épicure, il y a aussi l'amour qui rentre là-dedans, qui sont tous des désirs qui, selon lui, étaient des formes qui sont absolument non naturelles et qui sont non nécessaires pour vivre une bonne vie. Donc, ensuite de ça, Épicure s'est demandé, après avoir classé les plaisirs et après avoir trouvé c'était quoi la forme du bonheur, il s'est dit, ben, lesquels plaisirs on devrait satisfaire et quelles phases du bonheur sont les plus importantes. Donc, pour ce qui est des plaisirs naturels et nécessaires, il s'est dit, il est essentiel de les satisfaire, c'est le plus évident parce que sinon on meurt. Donc ça, c'est pas le plus évident. Ensuite de ça, il s'est dit, les plaisirs naturels et non nécessaires, comme la gourmandise ou le luxe, il s'est dit, il faut les satisfaire, mais avec modération. Donc, contrairement à certaines croyances populaires, d'ailleurs des croyances qu'on avait envers lui à son époque, c'était pas une philosophie de gourmandise et de luxe et de sexe qui n'arrêtait pas. En fait, c'était plutôt l'inverse. Il voulait favoriser une philosophie de sobriété puis de modération. Puis ensuite de ça, il y a les désirs non naturels et non nécessaires qui s'est dit il faut les éviter à tout prix, ça ne nous amène à rien, c'est inutile pour l'homme. Ensuite de ça, il s'est dit maintenant qu'on a trouvé quels plaisirs sont plus importants que les autres, lesquels on devrait satisfaire, il s'est dit quelle des trois phases on devrait favoriser le plus possible. Donc évidemment, ce n'était pas les phases d'accumulation de tension parce que c'est désagréable, c'est donc souffrant, c'est donc mauvais pour le bonheur. Il s'est dit, ça va plutôt être la phase de relaxation qui est en dernier. On va essayer d'avoir une vie qui est le plus possible calme, sereine, qui va rester à un niveau plutôt modéré. Puis ça rejoint justement ce qu'il disait avec les plaisirs qu'on devrait avoir avec modération. Et on devrait donc vivre une vie sobre, sans excès, et plutôt dans le calme et dans la sérénité. De mon côté, je ne suis pas exactement d'accord avec ce qu'Épicure pensait. En fait, c'est plutôt avec la dernière partie. La conception générale du bonheur est assez juste, je dois dire, mais c'est plutôt avec la phase d'abaissement que certains de ses contemporains ne seraient pas d'accord, et moi non plus d'ailleurs. Donc, lui, il pensait que le but dans la vie, si on veut, pour être le plus heureux possible, il fallait être le plus calme possible, le plus serein. Mais certains diraient plutôt, comme les cyrénaïques, qui sont ceux qui s'opposaient à sa pensée à son époque, il disait que ça se rapprochait plutôt de ce qui se passe quand on est mort. Quand on est mort, il n'y a aucune tension, il n'y a aucun problème, puis ça fait en sorte que pourquoi on voudrait vivre une vie si on voudrait la vivre exactement comme on va la vivre quand on va être mort. Donc, ils se disaient, ça n'a aucun sens, et je suis plutôt d'accord avec ça. Donc, ils vont plutôt favoriser la phase qui est dans l'abaissement des tensions. Donc, les autres, ils se disent que les tensions sont quelque chose d'essentiel, mais on va essayer de les détruire le plus possible pour faire une espèce de mélange plus actif dans les plaisirs. Donc, on va avoir des hauts et des bas dans notre vie, mais c'est ça qui va faire en sorte la beauté de la vie un peu. C'est ça qu'ils pensaient, puis je suis plutôt d'accord avec ça. Ce qui va faire en sorte que les cyrénaïques vont plutôt avoir une vision plus du moment présent du bonheur, tandis que du côté d'Épicure, lui, il pensait qu'on avait plutôt, fallait plutôt chérir les souvenirs et l'appréhension du futur. Mais finalement, dans les deux cas, qu'on soit cyrénaïque ou qu'on soit épicurien, on a quand même, dans les deux cas, une vision assez semblable de la vie où est-ce qu'on va avoir quand même une forme de modération avec nos plaisirs. On ne veut pas aller dans l'exagération. Puis les cyrénaïques ne remettaient pas en question justement l'idée d'Épicure qui était que tous les plaisirs comme la richesse ou la célébrité, on devrait plutôt réprimer ça et on n'en veut pas vraiment. Donc,
Ça nous revient un peu à nous remettre d'en face ce qui se passe en ce moment avec nos modes de vie en Occident, c'est-à-dire que justement, on va beaucoup valoriser la célébrité, la richesse. Quelqu'un qui va réussir dans la vie, ça va tout le temps être quelqu'un de riche, qui a beaucoup d'argent, puis qui a du pouvoir politique aussi. On va beaucoup valoriser les personnalités publiques comme les célébrités, comme les politiciens, comme les gens qui font beaucoup de vacarme. Puis surtout, du côté des jeunes, on va souvent valoriser les gens qui vont faire du bruit plutôt que les gens qui vont prendre une vie plutôt paisible, qui vont prendre leur place. Puis ça nous rappelle aussi, ça nous revient aussi un peu au problème de l'économie qui vient nous valoriser justement, puis qui a besoin de ce besoin-là d'achat, puis qui a besoin qu'on accumule des biens, puis qui nous encourage tout le temps à faire ça, puis qui est essentiel à la survie de notre économie. Donc comment on pourrait faire vivre autant d'un côté la vision épicurienne du bonheur, sans pour autant détruire l'économie qu'on a en ce moment. En fait, compte, une des choses les plus importantes pour Épicure, pour justement accéder au bonheur et accéder à une vie heureuse, qu'on n'a pas du tout mentionné et qui serait important d'étudier plus en profondeur, c'est l'importance de l'amitié. Puis justement, il disait par rapport à l'amitié qu'il y a parmi les choses dont la sagesse se munit en vue de la félicité de la vie tout entière, de beaucoup la plus importante est la possession de l'amitié.